Vous vous êtes peut-être déjà posé la question de savoir quelle devait être votre attitude si, en qualité d'administrateur d'une société, vous étiez confronté à des décisions de gestion que s'apprête à prendre l'entreprise et que vous désapprouvez. Un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 30 mars 2010, relatif à la responsabilité civile des dirigeants de sociétés anonymes, mérite d'être signalé tant son impact est considérable. Dans cette affaire, dite du Crédit Martiniquais, qui durait depuis 1996, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé, dans un arrêt référencé PBRI, c'est-à-dire qu'elle souhaite lui donner une importance maximale, que commet une faute individuelle chacun des membres du conseil d'administration ou du directoire d'une société anonyme qui, par son action ou son abstention, participe à la prise d'une décision fautive de cet organe, sauf à démontrer qu'il s'est comporté en administrateur prudent et diligent, notamment en s'opposant à cette décision. 4 enseignements majeurs peuvent être tirés de cet arrêt. Premièrement, quant à sa portée, la Cour de cassation place sur le même plan les administrateurs et les membres du directoire. A contrario, les membres du conseil de surveillance ne sont pas visés, tout au moins en l'état. Vous savez en effet que traditionnellement, la responsabilité des membres du conseil de surveillance est moins lourde dans la mesure où il ne s'agit pas de dirigeants au sens technique du terme en charge de la gestion sociale. La prudence pourrait toutefois commander de leur appliquer en pratique la solution dégagée par la Cour de cassation. Deuxième enseignement, les décisions du conseil d'administration ou du directoire sont collégiales. Mais la Cour de cassation considère ici que tout administrateur qui, à travers l'organe collégial, participe à une décision de gestion fautive, fût-ce par une abstention, commet une faute individuelle engageant sa responsabilité personnelle. En d'autres termes, la faute individuelle peut être déduite de la participation, même de manière passive en quelque sorte, à la décision fautive de l'organe collégial. Troisième enseignement, l'administrateur ou le membre du directoire ne peut s'exonérer qu'en rapportant la preuve qu'il s'est comporté en administrateur prudent et diligent, ce qu'il peut faire notamment en s'opposant à cette décision. La charge de la preuve, et c'est un élément fondamental, pèse donc sur celui qui veut s'exonérer, de sorte que l'administrateur ou le membre du directoire a tout intérêt à s'opposer à une décision qu'il considère comme étant à risque et à le faire mentionner dans le procès-verbal, dont la rédaction a une importance considérable en pratique. Les intéressés devront veiller à ce que leur opposition soit expressément et soigneusement actée. L'arrêt devrait avoir le mérite de justifier pleinement une telle demande, qui est souvent très délicate en pratique. Quatrième enseignement, contrairement à ce que pensent certains, la rigueur de la jurisprudence à l'égard des administrateurs et membres du directoire est totalement indépendante du montant de la rémunération. Ainsi, une absence de rémunération n'a rien d'exonératoire. Le fait que l'intéressé n'ait pas été présent au conseil d'administration litigieux, non seulement n'a rien d'exonératoire, mais vient en pratique accabler plus encore l'administrateur poursuivi. En conclusion, il faut retenir que les magistrats font montre d'une sévérité accrue à l'égard des administrateurs de société et qu'accepter une telle fonction, pour honorifique qu'elle soit, comporte des risques extrêmement lourds qui, pour être maîtrisés, doivent faire l'objet d'une attention de tous les instants.